Il est 10h00, nous sommes parfaitement dans les temps et nous allons pouvoir démarrer la première partie de ce colloque, donc sur le thème vieillissement de la population et grande démission. Comment le secteur du bien vieillir réconcilie-t-il ce paradoxe? Donc nous allons passer à une première intervention, celle du groupe Colisée. Et pour animer cette séquence, j'appelle sur scène Daniel Ritter, président et cofondateur de Better World. Daniel, je te laisse la parole pour présenter notre invité. Merci beaucoup Jérôme. Écoutez, très content de lancer cette première partie. Donc j'aimerais vous présenter Madame Christine Jandel. Voilà, Christine. Donc, Madame Christine Jandel a débuté sa carrière dans la promotion et dans la gestion immobilière à la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, en 1999, le groupe Medica, donc groupe d'accompagnement de personnes âgées, vous a confié sa direction générale pour son développement jusqu'en 2014. Et en 2014, donc vous avez pris la présidence du groupe Colisée, donc qui est le 4e groupe d'accompagnement de personnes âgées en Europe. Et par ailleurs, le groupe Colisée est une entreprise à mission, donc dont la mission est la suivante: s'engager pour le mieux vieillir, c'est faire grandir notre société. Merci beaucoup. Christine. Durablement, notre société. La nuance est importante. Merci beaucoup. Ça va être difficile de passer derrière Raphaël. Je le savais, c'est redoutable. Donc, je compte sur vous pour nous encourager. Merci beaucoup. On peut prendre place ? Je vous en prie, installez-vous. Alors, peut-être pour lancer la discussion, quelques éléments de contexte. Donc, dans les 10 prochaines années, le nombre de Françaises et Français qui sont âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50%, donc entre 2020 et 2030, en passant de 4 millions à 6 millions de personnes. Et évidemment, si on continue pour la décennie suivante, c'est la population des plus de 85 ans qui va connaître une véritable explosion, parce que finalement, c'est simplement la courbe démographique qui avance. En même temps, le recrutement et la fidélisation des équipes n'a jamais été aussi complexe. Le taux de démission est à un niveau historiquement haut, et notamment 60 à 80% des recruteurs disent avoir des difficultés pour recruter. La question est, comment votre secteur approche-t-il ce paradoxe, à la fois le vieillissement et à la fois la grande démission? La question est, où sont les 40% de managers qui n'ont pas de difficulté à recruter? Non, plus sérieusement, effectivement, d'abord, c'est la première fois dans notre société que 5 générations finalement coexistent. Ensuite, nous avons 2 transitions à vivre. La première, c'est la transition environnementale. La deuxième, c'est cette transition démographique. Les 2 ont d'ailleurs été percutés par la crise du Covid, assez violemment. Je pense que pour ce qui est de la transition environnementale, nous avons tous pris conscience d'une certaine urgence. Et surtout, même si ça engagera des contraintes et des efforts pour chacun d'entre nous, je crois que nous sommes dans une dynamique positive parce que chacun d'entre nous a envie de laisser à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, une planète qui, elle, survivra. La planète, elle se portera bien, mais est-ce qu'elle sera vivable de la même manière pour tout le monde et de manière équitable? Ça, c'est moins sûr. Donc je crois que quelque part, ça porte un espoir. En tout cas, on a envie de faire vivre cet espoir. La transition démographique, c'est plus difficile parce que je pense qu'aucun d'entre nous a envie de se voir vieillir à 85, 90, 95 ou plus de 100 ans avec des soucis de santé. Voilà, c'est comme ça qu'on imagine en fait la vieillesse. Donc vieillir, c'est une très bonne nouvelle. Que tout le monde puisse vieillir davantage, c'est une très bonne nouvelle. Mais on a du mal à se projeter. Et donc c'est projeter dans nos métiers, dans notre secteur, quelque chose d'assez négatif. Bon, plus quelques événements médiatiques sur lesquels nous reviendrons dans les questions-réponses si vous le souhaitez, mais bien au-delà de ces événements médiatiques, je pense que, et d'ailleurs la crise du Covid a laissé un impact majeur, c'est que nous avons dans notre secteur protégé en fait à la fois nos équipes et les habitants de nos maisons, avec peut-être une extrême prudence. Mais moi, je rappelle toujours cette anecdote. Vous vous rappelez, on avait le droit de sortir 1 heure avec notre certificat là, pendant le confinement. Bon, moi, je vous avoue que j'avais plein de certificats dans ma poche faits par tous les médecins pour pouvoir aller voir les équipes. Bon, je trichais un peu. Je me suis jamais fait arrêter d'ailleurs. Mais ceci dit, quand j'allais chercher mon pain à la boulangerie, j'habite dans une banlieue parisienne, tout ce qu'il y a de plus respectable, les gens traversaient le trottoir quand même. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se croiser sur le trottoir.
Et moi, l'après-midi, j'allais voir des équipes qui allaient au travail parce qu'il fallait quand même accompagner les habitants de nos maisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et quand vous alliez, j'imagine, comme moi, au Franprix ou au Picard surgelé, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment pas le temps de cuisiner, vous voyez des grands plexiglas devant les caissiers qui encaissaient votre carte bleue. Bon, et nous, nos équipes étaient penchées sur le lit du résident accompagné parce qu'il fallait bien continuer à en prendre soin. Bon, on avait des masques, heureusement, mais voilà. Donc, et en fait, ce qui est resté finalement de cette crise du Covid, c'est ce côté très négatif on a coupé les liens entre les proches et les habitants des maisons. C'est vrai, par excès de précautions sanitaires. Et on a énormément de mal à passer, je pense, au-dessus de cette, de cette vision très négative et surtout de ce couple bénéfice-risque qui est, si on veut permettre à tout le monde de vivre dans la meilleure autonomie possible, il faut accepter aussi qu'il y a un risque, y compris un risque sanitaire. Voilà, je referme ma parenthèse sur cette double transition, mais je pense que c'est important qu'on ait en tête les deux sujets. Alors maintenant, oui, la difficulté de recrutement, elle est claire. Hein, l'OMS estime qu'avec le vieillissement de la population, c'est 10 millions de soignants qui vont manquer dans le monde entier. Donc, je rassure tout le monde, la France, on n'a pas le monopole, et cette pénurie de personnel soignant, elle existe partout. Deuxième élément, nous travaillons dans des professions dites réglementées. Voilà, pour faire certains gestes techniques, plein de spécialistes dans la salle ici, et j'en ai croisé tout à l'heure au café. Vous savez très bien de quoi nous parlons tous. Il y a certains gestes qui sont réservés aux médecins, certains gestes qui sont réservés aux infirmières, d'autres aux aides-soignantes. Tout ça est très codifié par arrêté. Et donc, pour ce qui est de l'horizontalité dont parlait Raphaël tout à l'heure, ou de l'autonomisation, on en rêve tous. L'articulation parfois entre ce qu'on a le droit d'autoriser nos équipes à faire et l'autonomie qu'on aimerait qu'elles prennent est parfois un petit peu compliquée. Deuxième élément, ce sont des professions 24-24, 7 sur 7. Hein. Voilà, donc la semaine des 4 jours dans des métiers comme les nôtres, où c'est pas si simple que ça organiser, ça demanderait des ressources supplémentaires. Troisième élément, et c'est ce que j'appelle un peu la triple peine parfois, c'est que ce sont des métiers dans lesquels le télétravail est quand même compliqué. Je pense que tout le monde le comprendra bien ici. Et en plus, il faut se déplacer pour aller au boulot. Voilà, donc quand on additionne tout ça, ça explique en partie les difficultés qu'on peut trouver de recrutement et de fidélisation. On va rester le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, parce qu'il existe. Alors on dit souvent ce sont les professions qui font du sens. Moi j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, une profession qui fait du sens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont des métiers qui sont extraordinairement variés, puisqu'en fait on accompagne tous les instants de la vie de la personne qui est soignée ou accompagnée dans un établissement pour personnes âgées. Et ce sont des moments de partage qui sont assez extraordinaires et qui permettent à chacun des membres de nos équipes, j'allais dire, d'exercer leur talent à la fois dans un geste technique, mais aussi dans le lien qu'il peut y avoir à partager à l'occasion d'un repas, d'une animation, d'une promenade, d'une visite dans un musée, que sais-je. Tous les métiers n'offrent pas cette richesse-là et cette chance-là. Et c'est certainement sur ce pilier-là qu'il faut qu'on arrive à s'appuyer pour l'avenir. Concernant le lien sur le terrain entre ce que ressentent les équipes et ce que ressentent les résidents, et peut-être aussi les familles, les proches aidants. Comment voyez-vous ce lien sur le terrain, Christine ? Alors tout d'abord, une parenthèse, je voulais rendre hommage à Jean-Jacques, parce que moi j'ai découvert la symétrie des attentions dans un sous-marin à Évry, il y a un peu plus de 20 ans. Alors pourquoi un sous-marin à Évry ? Parce qu'à l'époque, l'académie, je ne sais pas si j'ai encore le droit de donner le nom, mais enfin bon, l'académie dans laquelle nous étions à l'époque et nous avions décidé de partir en équipe, avait été le précurseur de l'escape game, c'est un peu ça, hein. Donc on se baladait dans une ferme aquacole, et puis on essayait d'en sortir tous vivants, c'était un exercice absolument passionnant, et c'est vrai que c'est Jean-Jacques qui m'a fait découvrir la symétrie des attentions, et j'avais cru intelligent, mais j'étais plus jeune à l'époque, d'enchaîner par un séminaire qui s'appelait salariés heureux, clients heureux. Bon, vu tout ce que j'ai entendu ce matin, je me suis dit, finalement, je ne reproduirai pas l'expérience, mais en tout cas, c'était le début de la démarche. Alors, pour ce qui nous concerne, moi, je reste tout de même attachée à la symétrie des attentions. C'est pas un nice to have, c'est un must have, c'est quelque chose d'indispensable. Ça règle pas tous les problèmes, mais au moins, ça permet de poser les fondamentaux. Et nous avons décidé, depuis 3 ans maintenant, de mettre en place une analyse permanente de l'expérience, à la fois de nos clients. Alors, les clients, pour nous, sont à la fois les personnes
personnes que nous accompagnons, mais également leurs proches, et ça peut être parfois 2 voire 3 générations, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et à la fois nos équipes. C'est assez simple, hein, c'est un recueil d'avis, vous connaissez ça par cœur, on doit en avoir, je pense, pour nos clients, pas loin de 40 000 maintenant en base annuelle, et ça donne un score de recommandation qui permet de calculer le fameux NPS, que vous connaissez tous, ou le fameux INPS, mais à côté de ça, on voulait aller plus loin, parce que le score c'est une note, et nous on voulait comprendre davantage les sentiments partagés, pour pouvoir corriger, expliquer à nos équipes, et faire prendre conscience à chacun des managers sur le terrain de ce qui pouvait être amélioré, soit au niveau de l'établissement lui-même ou de l'unité elle-même, soit au niveau, bien entendu, de l'ensemble de l'entreprise, pour garder cette espèce d'agilité et d'interaction permanente entre ce qui peut être fait en global dans l'entreprise et ce qui peut être fait sur le terrain, qui est tout de même le plus efficace à la fin des fins. Ça donne en fait une revue de verbatim. Je vais faire un peu de publicité pour Better World, mais qui est analysée avec l'ontologie qui a été définie au départ avec les équipes de Daniel et grâce à une intelligence artificielle. Je crois qu'on en a analysé plus de 150 000 ensemble, quelque chose comme ça, même à plus que ça. Et ça, c'est quelque chose qui tourne de manière permanente chez nous, qui nous permet de mesurer les points d'amélioration les plus critiques et en instantané. Je veux dire, c'est permanent. C'est pas, ça a remplacé ce qu'on avait, nous, qui était l'enquête annuelle où il fallait attendre 1 an, puis encore 3 mois pour l'analyser, puis encore 3 mois. Ouais, à la rapidité à laquelle vont les évolutions aujourd'hui, qu'elles soient réglementaires, sociétales, financières, les risques médiatiques qu'on peut avoir, il nous semble qu'il faut être vraiment dans l'instant présent. Nous sommes en train d'enrichir ce type de revue d'expérience avec les salariés qui nous quittent, avec les clients qui nous quittent aussi, parce que ça arrive, et avec les prescripteurs de nos maisons pour essayer de comprendre l'avis sur l'environnement des maisons. Vous avez la chance de piloter un groupe donc, qui a une présence dans plusieurs pays. Qu'est-ce que ceci vous donne comme éclairage sur la position de la France et aussi d'autres pays dans lesquels vous êtes présents? On peut parler de la Belgique, on peut parler de l'Espagne, on peut parler de l'Italie. Comment voyez-vous un petit peu ce contexte-là, à la fois de tension des recrutements, à la fois de vieillissement des populations dans ces différents pays? Bon, les difficultés rencontrées sont à peu près partout les mêmes, hein, donc voilà, on ne va pas se voiler la face sur le sujet. La France pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en tout cas, nous, on ne l'a pas trouvé, le gazon plus vert ailleurs. Par contre, les cultures sont extraordinairement différentes, et d'ailleurs, les analyses de verbatim qu'on fait ensemble, Daniel, vous le voyez bien, ne ressortent pas de la même manière d'un pays à un autre. Pour prendre 2 exemples, l'Espagne est un pays dans lequel se forment autour des maisons de vraies communautés, avec un vrai partage. On est en dehors de la relation, j'ai envie de dire, client à fournisseur, qui est un peu ce qui nous pénalise en France, entre les familles, ça peut être la communauté religieuse, ça peut être les proches des résidents, ça peut être les résidents de la maison d'à côté. Il y a une espèce de responsabilité collective, et du coup, je trouve beaucoup moins de culpabilité des familles qui nous confient leurs proches, parce que chacun participe à la vie de la maison. Le bénévolat est très très fréquent et est considéré comme quelque chose d'absolument naturel. C'est le premier point. Nos équipes espagnoles aussi ont la chance de pouvoir accompagner les résidents en groupe, parce que ce qui est important pour nos résidents espagnols, c'est plutôt de vivre ensemble dans des espaces communs, des moments de fête, des moments de joie, peut-être pas des moments de bonheur, ça j'en sais rien, mais des moments de joie, ça c'est sûr, on en voit beaucoup. Alors qu'en France, on a ce côté... on aimerait refaire un chez-soi. C'est ce fameux, vous savez, virage domiciliaire. Moi, quand je suis chez moi, je suis chez moi. Quand je suis à l'hôtel, je suis à l'hôtel. Quand je suis dans un club de vacances, je suis dans un club de vacances. Je ne suis pas chez moi. Je pense que cette hypocrisie de dire on va recréer un chez-soi dans un espace collectif, c'est viser, courir après quelque chose qui est totalement inatteignable. Voilà. Et en Espagne, c'est beaucoup plus assumé. Quand on choisit de venir vivre dans une communauté, on s'y engage vraiment. Et on vit la vie de la communauté, y compris avec ses proches. Ça, c'est l'Espagne. La Belgique, c'est un peu différent. J'ai envie de dire que c'est beaucoup plus intergénérationnel, c'est-à-dire que les maisons sont ouvertes à tous les âges de la vie. Les Belges ne sont pas enfermés dans un accueil d'établissements pour personnes âgées
qui donnerait l'image d'un accompagnement de fin de vie, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, je pense aussi pour les équipes. Ça porte un espoir et un message qui est totalement différent. Et alors les Belges sont très très attentifs à quelque chose sur lequel nous on est un peu léger quand même, qui est la santé au travail. Alors moi je ne parle pas du bonheur au travail, mais quand même la santé au travail, c'est quelque chose que l'on doit en tant qu'employeur. Là c'est vraiment une de nos responsabilités. Je ne sais pas si ma responsabilité managériale c'est de rendre les gens heureux, non, mais de leur donner les moyens de travailler avec le maximum de sécurité, que ce soit les outils, la formation, l'accompagnement par la prévention, ça l'est. Et la Belgique est extraordinairement... Et les pays du nord de l'Europe sont globalement beaucoup plus exigeants que nous sur le sujet, avec des sanctions. Alors oui, c'est assez punitif, c'est un régime assez punitif, mais ça donne d'assez bons résultats. Donc on a créé chez Colisée de manière très pragmatique un programme qui s'appelle « On a échangé nos maisons ». Pour nous, mesdames, ça rappelle cette émission extraordinairement sexiste qui s'appelait On a échangé nos mamans, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est un programme sur M6, mais que les équipes avaient trouvé assez génial en se disant mais pourquoi est-ce qu'on n'échange pas nos maisons? Et donc il nous arrive assez fréquemment de proposer à des habitants d'une maison en Espagne de venir passer une semaine dans une maison en France ou en Italie, en Belgique, peu importe. Et bien sûr, il y a une partie de l'équipe qui accompagne les résidents et c'est une bonne manière à la fois de permettre à nos résidents de voyager et d'avoir un moment de vacances dans un lieu différent, et à la fois à nos équipes finalement de prendre le travail de l'autre dans un autre pays avec une autre culture, et j'espère en tout cas de s'enrichir en toute autonomie, comme le disait Raphaël. 29 secondes de dépassement, c'est pas trop mal. Merci beaucoup. C'est parfait. C'est le temps des questions. Merci Christine, merci Daniel. Alors, je vais démarrer par une première question. Vous avez dit quelques mots sur le sens du métier. Alors, je voudrais y revenir, peut-être juste faire un témoignage. Nous avons accompagné il y a un petit moment les équipes des services clients de Air Liquide Medical System. J'en profite pour saluer Delphine Tétard, si elle est là. Je crois qu'elle est avec nous aujourd'hui. Il y avait donc Air Liquide Medical System, ce sont ceux qui fabriquent les respirateurs médicaux. Autant dire que pendant la crise du Covid, ils ont été un peu sous pression. Et les équipes service client avaient beaucoup de mal à retrouver du sens dans leur métier. Ils étaient en train d'essayer de savoir comment trouver le bon respirateur, l'envoyer au bon endroit, gérer des stocks de pièces détachées. Bref, c'était extrêmement complexe et plus de sens dans ce métier. Jusqu'au moment où, en travaillant ensemble, ils ont réalisé que le sens de leur métier, c'était non pas de fabriquer des respirateurs, mais de contribuer à sauver des vies, ce qui était vrai. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est: en quoi est-ce que le dispositif d'analyse de verbatim de Better World vous a aidé à peut-être redonner du sens à vos équipes, à les engager, à les motiver, donc peut-être leur donner un nouvel élan? Alors j'ai oublié de le dire, mais nous sommes très attachés à la considération aussi voilà, qui doit être apportée à nos équipes et aux personnes âgées que nous accompagnons. Et l'analyse de verbatim de Better World est totalement transparente. C'est-à-dire qu'elle est sur notre site internet, elle est accessible à tout le monde. Hein. C'est un TripAdvisor de l'EHPAD, ou doublé d'un Glassdoor de l'EHPAD, puisque les avis de nos équipes sont aussi publiés sur nos sites. Et bien sûr font l'objet d'une analyse et d'une vérification par notre organisme tiers indépendant dans le cadre du rapport de mission. Comme le rappelait Daniel, effectivement, depuis 3 ans, nous avions décidé d'être entreprise à mission. Une fois que j'ai dit ça, parce que je pense que c'est important, et pour moi l'entreprise à mission, c'est surtout de la transparence, hein, et c'est avant tout de la transparence, je mets ça de côté. Redonner du sens après le Covid, ça a été, pour nous en tout cas, parce que nous aussi, nous avons cru avoir contribué à sauver des vies pendant le Covid, ça a été réexpliquer à nos équipes et leur prouver qu'elles permettaient à chacun d'être pleinement soi dans chacune de nos maisons à chaque instant. Je pense que notre vrai challenge, et Raphaël le disait, le bonheur, tout le monde n'en a pas la même appréciation, et puis il peut être très fugace. Et donc, l'essentiel, c'est à la fois d'être dans cette personnalisation et dans cette considération individuelle de chacun des résidents et de chacun des membres de notre équipe, et à la fois dans cette organisation collective, parce qu'encore une fois, on est dans une organisation collective qui allait dans le sens de l'intérêt commun. Et le fait de rendre totalement transparent l'analyse de ces verbatims et les verbatims eux-mêmes, je ne vous cache pas qu'au début, ça a été
c'était un peu violent. Nos directeurs ont dit, bah alors on va nous juger, on va juger notre management. Je dis, oui, mais enfin vous jugez le mien avant tout. Hein. Donc voilà, 150 000 verbatim, s'ils sont tous mauvais, c'est de ma responsabilité. Donc on est tous embarqués quelque part dans la même responsabilité, chacun à notre niveau. Et là, j'ai senti que ça avait fait un peu descendre la pression. et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde commence, alors bien sûr c'est perfectible, hein, à utiliser cet outil comme un outil de communication à l'intérieur des équipes en disant, voilà, on se pose, qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on a loupé. Nous-mêmes, en tant que membres de l'Excom, on appelle régulièrement des clients qui ont donné soit des avis très négatifs, soit des avis très positifs, et on l'explique aux équipes. On leur dit, c'est pas du tout pour venir vérifier par-dessus votre épaule ce que vous faites, mais c'est parce que nous aussi, on a besoin de se nourrir de peut-être ce qu'on n'a pas su vous donner comme moyen, ou de peut-être ce qu'on vous a pas donné suffisamment comme autonomie. Voilà, donc j'ai envie de dire, comment permettre à chacun d'exercer pleinement ses talents. En fait, comment permettre à chacun d'être autonome. Moi, ça m'a beaucoup marqué ce qu'a dit Raphaël, parce que nous, notre métier, c'est pas d'accompagner la dépendance. Moi, je dis tout le temps, tant qu'on dira en France, on prend en charge des personnes âgées très dépendantes dans des lits médicalisés, ça donnera aucune perspective à personne. Par contre, si on commence à inverser la proposition en se disant que les personnes qu'on accompagne, elles arrivent avec leur historique, leur envie de faire encore des choses pour lesquelles elles ont pris du plaisir par le passé, et que dans chacune de nos maisons, on permettra à un maximum de ces personnes-là de continuer à exercer leur talent et d'être le plus autonome possible, là, on aura gagné notre pari et on redonnera de l'envie aux équipes de venir nous rejoindre. Merci. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions directement sur notre plateforme numérique ou dans la salle, bien sûr, vous êtes là, levez la main, on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Oui. Oui, vous avez dit que vous exploitiez les verbatim, et notamment les verbatim négatifs. Moi, je suis toujours choqué par cette exploitation des verbatim négatifs qui est nécessaire, mais surtout les verbatim, mais aussi en tout cas les verbatim positifs, parce que je suis sûr que dans les maisons Colisée, il se passe plein de choses extraordinaires et que les clients, les familles des clients en font part. Et pour s'améliorer, certes, il faut corriger ce qui ne va pas, mais il faut aussi populariser ce qui va bien et le faire rentrer dans les processus. Et donc, je vous ai entendu parler de l'étude des verbatim négatifs, mais je pense là aussi pour responsabiliser, parce que quand les verbatim sont positifs, ça veut dire quand même que les salariés sont autonomes, font bien leur boulot et savent le faire savoir. Et donc ça, c'est fondamental. Mais alors, pardon, hein, j'ai du mal à m'exprimer, parce que bien sûr, les équipes de Daniel analysent tous les verbatim, et ça se transforme sur quelque chose qu'on aurait pu montrer d'ailleurs, sur quelque chose de très visible. On essaye de faire des choses très visuelles, qui sont en fait des bulles, qui vont du négatif, qui est quelque part vers Bayonne, comme je dis souvent, vers le sud-ouest, au très positif, qui est vers Strasbourg, vers le nord-est. Mais c'est juste une question de cartographie. La taille des bulles représentant l'occurrence en fait de la thématique, et la couleur de la bulle représentant le sentiment plus positif ou plus négatif, comme vous pouvez l'imaginer. Et alors là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'il est presque, plus porteur pour nous, plus porteur de sens et de considération, comme j'en parlais tout à l'heure, d'augmenter progressivement et de verdir de plus en plus la bulle qui est à Strasbourg, que d'aller chasser à tout prix les petites bulles qui sont à Bayonne. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de croiser l'ensemble des sentiments qui viennent des proches, des résidents ou des équipes, et de comprendre, par contre, là, quand on a beaucoup de bulles à Bayonne rouges en bas, qui viennent de l'ensemble des parties prenantes, là, je vais être très clair avec vous, ça nous permet de détecter les établissements ou les services sur lesquels il y a un nœud, il y a quelque chose de plus profond à les régler. Mais si je me suis mal exprimée, je m'en excuse. Bien sûr, on va de Bayonne à Strasbourg. Et avec plaisir. Je me permets de compléter ça. C'est justement souvent une belle surprise pour les équipes de voir à quel point il y a beaucoup de commentaires positifs. Ça, on le voit aussi dans le secteur sanitaire, dans lequel on est aussi très fortement impliqué, notamment dans l'hôpital public qui sait publiquement qu'il ne va pas bien. Mais de fait, il y a quand même des choses qui vont aussi bien. Et le fait de mettre ça en avant par les verbatim pour les équipes, verbatim donnés par des patients, ça a énormément de valeur. Nous avons le temps de prendre une dernière question. Je vous laisse la parole. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Valérie Moulin, je suis directrice de l'expérience patient à l'hôpital Foch sur Rennes.
Donc je vais aller dans le sens de Christine. J'avais juste deux petites choses. Alors oui, le positif, on le fait remonter nous toutes les semaines. C'est même presque plus important que le négatif. Et donc, toutes nos équipes sont vraiment mises dans la boucle de tous les commentaires positifs. On a même une interface sur notre site qui s'appelle « Dire merci à un soignant » et qu'on trouve indispensable pour justement les mobiliser. Deuxième chose, alors les verbatims, c'est super, parce qu'on est dans l'analyse exactement avec Better World également, mais il faut vraiment les utiliser. Et ça, c'est juste le danger de nos établissements. Je parle pour un établissement de santé de la taille de Foch, en tout cas. C'est-à-dire que c'est bien, mais il faut vraiment montrer que ça marche et que quand les soignants, je ne parle pas des patients parce qu'on a les deux verbatims également, on a la collecte des deux côtés, mais si vous prenez des verbatims de soignants en leur demandant ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on voit les choses, et si vous ne faites rien derrière, ça fait pchit tout de suite. Alors c'est sans doute le cas dans toutes les entreprises, mais il faut commencer par des petites choses, toutes petites choses vraiment au départ et qui ne sont pas chronophages, mais montrer que ça marche, parce que sinon... Franchement, sincèrement, je ne sais pas, Christine, voilà, si c'est vous, c'est la même chose, mais vraiment, il faut les utiliser et communiquer dessus en permanence. Ouais. Alors c'est exactement pareil pour nous et c'est notre bataille d'ailleurs en ce moment. Et c'est ce que je disais, il y a le niveau de l'établissement et on n'a pas les mêmes volumes, j'imagine, que vous, puisqu'on est quand même sur des équipes de taille de 50 à 100 personnes maximum, et l'ensemble de l'entreprise ou chacun des pays. Et c'est notre bataille, c'est que chacun des managers dans son établissement, avec son équipe, sache mettre en place non seulement un accusé-réception, mais là où je suis parfaitement, des quick wins. Et parfois, c'est vraiment sur des détails, je suis complètement d'accord, qui empoisonnent la vie de nos équipes, qui sont assez faciles à régler. Et là, autonomie, Raphaël en parlait, ma vraie bagarre avec, pour le coup, les patrons de pays, c'est de laisser suffisamment d'autonomie au niveau du terrain pour que ces quick wins se mettent en œuvre sans même qu'on en entende parler. Et vous avez raison, le remède peut être pire que le mal. Et là, la crédibilité est clé sur le fait non seulement d'accuser réception, mais d'agir derrière cette mesure permanente. Complètement d'accord avec vous. Merci beaucoup Christine. Il est temps de clôturer cette séquence. Daniel, est-ce que je te laisse le mot de la fin ? Merci beaucoup Jérôme et merci beaucoup Christine. Moi je voulais ressortir de deux points de cet échange qui m'ont impacté et qui peuvent peut-être vous parler en y repensant. Le premier, vous avez dit Christine que vous mobilisez votre COMEX jusqu'au COMEX pour appeler les familles insatisfaites. Et cette implication du COMEX, c'est quelque chose que je ne vois pas aujourd'hui encore partout. Et ce que j'en vois chez Colisée, c'est que ça a un impact extrêmement fort de mobilisation du COMEX sur les enjeux d'expérience client et aussi d'expérience collaborateur dans la continuité. Insatisfaite et très satisfaite. J'insiste, c'est pour monsieur là. Absolument. Parce que nous aussi, ça nous fait du bien d'avoir du positif parfois. Et effectivement, ce lien du COMEX avec le terrain, sur le positif et le négatif, je vois que c'est extrêmement vertueux. Voilà. Le deuxième sujet que je note, qui peut être aussi un paradoxe chez pas mal d'entre vous, c'est que vous êtes certains à avoir des métiers très codifiés, donc où on se dit qu'on peut avoir peu d'autonomie, parce qu'en fait, l'acte doit se faire comme ça. La réparation d'un véhicule, ça se fait comme ça. Le soin, la pose d'un cathéter, ça se fait comme ça. Pardon, je vais aux deux extrêmes. Mais pour autant, les équipes ont quand même de l'autonomie. Et le fait de leur donner cette autonomie dans la relation managériale, dans la relation aux patients, aux résidents, à côté des choses qui doivent être codifiées, ça a aussi beaucoup de valeur et ça recrée ce sentiment aussi de responsabilité qui était clé, notamment pour Raphaël. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Christine. Je vous sais très... Merci à vous, merci. Voilà. Merci beaucoup à Christine donc. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais que vous êtes très occupés, donc merci encore et j'espère que ça aura pu inspirer certains d'entre vous pour des choses à mettre en œuvre dès demain. Merci. Merci à vous. Merci.